assez courageux. C'est ça, résister. Mais là, c'est les victimes qui reviennent et qui s'en rappellent et qui résistent. C'est une nouvelle résistance, c'est de la meilleure résistance. De réapproprier l'espace et de le faire revivre de nouveau. C'est pas, faut pas que ça reste un lieu macabre. En Algérie, c'était 10 ans de guerre civile. C'était 200 000 victimes, 200 000 morts. Il n'y a pas un Algérien qui n'a pas un ami, un proche, quelqu'un de la famille qui n'a pas subi le terrorisme. Et quand ça arrive ici, on a l'impression que c'est la terreur qui nous a poursuivis ici. C'est ça ce qui est un peu traumatisant. Si on m'avait dit un jour que prendre le métro à Paris serait aussi difficile, je n'aurais pas cru. Et pourtant, une des expériences les plus difficiles de ma vie parisienne, entre guillemets, c'était prendre le métro le lundi matin. J'avais tout simplement la peur au ventre. Ces événements ont réveillé pas mal de souvenirs que je pensais déjà oubliés. Quand je prends un café dans ma ville à Oran, il y a en face de moi le café où je prends toujours mon café, il y a un immeuble où il y a encore des traces de balles dans les murs. On passe à chaque fois à côté, mais on pense que ça fait partie du décor habituel, décor naturel. Mais en fait, non, c'est chaque balle dans le mur, c'est quand même euh, quelqu'un qui aurait pu mourir là-bas. Et d'ailleurs, il y a eu 4 ou 5 morts dans cette attaque sur un immeuble au quatrième étage, dans mon quartier à Oran. Et que c'était quand même un truc particulier, ce qui s'est passé en Algérie et ce qu'on a vécu en Algérie à Oran, chacun de son côté, c'était pas, c'était pas aussi naturel qu'on le pensait. L'exception, la guerre devrait être un truc rare. Et c'est la paix qui devrait être la chose normale, on va dire. Mais en Algérie, on avait l'impression, et on a l'impression jusqu'à maintenant, c'était plutôt l'inverse. Donc ça a rêvé, ça, moi, ça, j'ai pensé à ça, que j'ai pensé que ce qu'on a vécu en Algérie, c'était quelque chose d'exceptionnel, mais qui a duré longtemps. En fait, pour la décennie noire, ce qu'on appelle la décennie noire en Algérie, c'est-à-dire les années où l'Algérie a subi le terrorisme islamiste qui a fait presque, enfin plus de 200 000 morts. Et ils ont commencé par s'attaquer aux forces de l'ordre d'abord. Ils ont commencé par s'attaquer aux militaires, aux policiers, aux gendarmes en Algérie. Mais leur deuxième étape, c'était de s'attaquer aux artistes et aux intellectuels. C'était ça le. Avant les attentats de masse, entre guillemets, ils se sont attaqués en Algérie, par exemple, à Oran, ils se sont attaqués à, à une idole des jeunes, Cheb Hasni, qui était un chanteur du rail, un des premiers chanteurs qui n'a chanté pratiquement que l'amour. Donc il est mort et on l'a assassiné en mois de septembre 94. 6 mois après, on a assassiné un des plus grands hommes de théâtre de l'histoire de l'Algérie, Abdelkader Alloula. C'était quelqu'un qui, dès les premiers mois du terrorisme à partir de 91-92, il a résisté. Il a résisté avec son théâtre, euh, en créant presque une nouvelle forme de théâtre, un théâtre de rue, mais vraiment de rue. Il sortait dans les villages, dans les douars, dans, dans les villes algériennes de l'Algérie profonde, pour dire aux gens qu'on peut résister à, cette, à ce terrorisme islamiste, que c'est pas vraiment une fatalité, qu'on peut continuer à vivre. Et Hasni aussi, de la même façon. Quand il y a eu Cheb Khaled, Cheb Mami qui sont partis en France dès le début du terrorisme, Hasni, il est resté en Algérie et pourtant sa femme et son enfant étaient des Français d'origine algérienne, on va dire, mais il a préféré rester. D'ailleurs, il a chanté ça, comme quoi une des chansons célèbres de Hasni, pourquoi on va tous partir pour leur laisser le pays. C'était sa chanson. Ça a été chanté par des millions de jeunes Algériens avant et après sa mort. Je me rappelle d'un concert de Hasni
C'était le 5 juillet 94, dans le grand stade 5 juillet à Alger, où on a rassemblé 100 000 jeunes, alors que c'était l'état d'urgence en Algérie qui a duré 14 ans, qui a duré vraiment 14 ans. Et donc on a rassemblé des milliers de jeunes, ils étaient pratiquement 70 000 jeunes pour la fête de l'indépendance et de la jeunesse. C'était le 5 juillet 94. Et on a chanté toute la nuit. Où il y a eu, ils ont attendu Hasni jusqu'à 7 heures du matin. C'était le dernier arrivé sur le concert. Et pour moi, c'était ça la meilleure façon de résister au terrorisme. C'était de continuer à vivre, de chanter, de, de danser, d'aimer. Je me rappelle aussi d'un souvenir personnel, plutôt personnel, d'un mariage d'une cousine. C'était le jour où on a tué Hasni d'ailleurs, c'était le 29 septembre 94. On l'a ramenée parce qu'en Algérie, on a cette tradition de ramener la mariée dans des cortèges un peu festifs. Donc, le marié était d'Oran, mais elle était de Sidi Bel Abbès, qui a été une des villes les plus meurtries, on va dire, à 80 km d'Oran. On l'a ramenée à Oran pour son mariage. C'était un jeudi, jour de mariage. Et je suis rentré, j'étais petit, j'avais une dizaine d'années. Je suis rentré dans la chambre et j'ai trouvé la mariée entourée d'une dizaine de filles, de jeunes filles en train de pleurer. Elle était presque maquillées. Les filles toutes belles dans des robes de soirée en couleur, mais elles étaient en train de pleurer. C'était vers 16 h, 17 h. Elles venaient d'arriver à Oran. J'avais demandé autour de moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. On m'a dit que Hasni a été assassiné, c'était un choc. Elles étaient toutes en pleurs. Mais il y a eu un contraste parce que 4 heures après, 5 heures après, elles ont pleuré avant à 16 h, à 17 h. À 8 h, il y avait la musique et il y avait la fête. Et, et je me rappelle que dans le quartier, il y avait des hommes armés de la famille, ce qu'on appelait les forces populaires de résistance. C'était des gens qui se sont militarisés, entre guillemets, et, et qui ont formé des milices de résistance, parce que on trouvait que la, les forces de l'ordre étaient un petit peu dépassées. Donc les gens résistaient doublement par l'arme et aussi par la vie. Je me rappelle très bien de cet épisode-là. Donc je me suis dit que ça aurait pu être moi. Je suis pas sorti parce que je regardais le foot, mais donc, après je suis resté chez moi le samedi matin, alors que je suis pas très gourmand le matin. J'ai eu une soudaine envie d'aller acheter des croissants et de manger des croissants. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait et je le regrette parce que peut-être ça m'aurait fait du bien de reprendre ce petit goût de croissant beurré. Et je pense que ça vient de... On peut résister avec un croissant, avec une baguette, avec un verre de vin, avec la musique, avec sortir dans une terrasse, et ça a un petit peu résisté. Mais même au-delà de ça, la France est un grand pays avec c'est une grande civilisation, c'est un pays de philosophie, et on devrait résister avec ça, on devrait résister avec des idées. Ils ont des armes, la France a des idées. Ils ont des bandes, la France a une histoire, a une civilisation. Paris, c'est une ville, c'est pas pour rien que Paris est la ville, la ville la plus romantique au monde. Et on devrait résister avec ça, avec l'amour, avec avec le rire, avec la vie, avec la gastronomie, avec le vin, aux instruments de terreur qu'ils ont. Il faut que chacun s'approprie ou se réapproprie tout un appareil idéologique dans le bon sens. Cette résistance doit être culturelle. Elle doit être d'abord culturelle, doit être d'abord une résistance avec des idées, avec les arts, avec la philosophie.
Moi, j'ai parlé avec pas mal d'Algériens de mon âge juste après les événements, et ils sont traumatisés, ils se sentent doublement victimes. Parce que d'abord, en tant que Parisiens, parce que ils ont peur de sortir, de vivre. Eux qui sont venus ici dans une quête de vie, pour la plupart, on va dire, ils ont fui soit la terreur ou les séquelles de la terreur en Algérie. Donc ils sont venus ici pour vivre et ils te disent que on a fui la terreur, mais on a l'impression qu'elle qu'elle n'a pas, enfin, elle essaye, elle nous poursuit partout cette terreur, même à Paris où on se sentait en sécurité. Mais ils se sentent victimes de ce point de ce point de vue-là, mais ils se sentent victimes aussi doublement sur un autre plan, parce qu'ils ont peur aussi du regard des autres. J'ai un ami disons, qui est d'origine maghrébine, qui est ouvert sur le monde, sur l'autre. Il ne fait pas la prière, il n'est presque pas croyant, mais il ne boit pas. Et sa réflexion le samedi, il m'a dit que je partirai avec vous prendre un verre la prochaine fois. J'ai demandé pourquoi, parce qu'il m'a dit non, non, t'inquiète, c'est pas que symbolique, c'est aussi stratégique. J'ai essayé de comprendre. Il m'a dit que c'est symbolique, c'est en code moins nouvelle façon de résister, comme une néo-résistance, mais c'est aussi stratégique pour éviter un peu l'amalgame. C'est pour te dire à quel point les gens ont peur de l'amalgame, la nouvelle enfin la jeune génération, même les gens éclairés algériens ou maghrébins en général, ils ont peur de l'amalgame. Donc, et il y en a beaucoup qui pourraient être victimes de cet amalgame, et ça va enclencher un cercle vicieux qu'il faut éviter. Il ne faut pas penser à tout de suite par des mesures sécuritaires, elles sont nécessaires, sûrement, mais il faut penser aussi à l'enfant de 5 6 ans qui pourrait être victime d'une réflexion peut-être raciste et qui pourrait déclencher en lui tout un process qui pourrait faire de lui un bourreau plus tard. C'est un des domaines de la néo-résistance en fait, c'est d'éviter les amalgames et de dire que on est tous victimes en fait. Il y a pas quelqu'un qui doit s'en excuser. Ceux qui ont fait ça, ils vont pas s'excuser. Ils vont pas s'excuser et c'est tout le monde qui va subir ça. Que ça soit du moment où on est à Paris, du moment où on est en France, du moment où on fait partie de cette humanité, du moment où on se considère comme humain, on est victime. Il y a pas de négociation là-dessus. Il y a pas, on ne doit pas se justifier vis-à-vis de cette terreur. Parce que on ne peut pas penser qu'il y a quelqu'un qui pourrait ne pas se justifier. Et parfois, il y a des gens qui, par la demande de se justifier, ils se sentent un peu exclus. Pourquoi je dois me justifier? Est-ce que j'ai, parce que j'appartiens, on va dire, j'ai en commun les mêmes origines que les bourreaux, mais j'ai beaucoup plus en commun avec entre guillemets, les victimes, parce que on partage la ville, on partage la vie, on partage le même espace, on partage l'amour au quotidien, on va dire. Et donc cette idée cette demande pratiquement à chaque fois de se justifier vis-à-vis de ça, elle est dangereuse à mon avis. Et un des domaines de la néo-résistance, c'est de travailler sur les amalgames, c'est de travailler sur cette idée du commun. Néo-résister, c'est résister en commun, c'est croire en l'autre, c'est penser que je ne suis pas seul, et c'est comme ça qu'on peut résister. Quand je me rappelle des prémices un petit peu de ces révoltes arabes en Tunisie, en Égypte, j'ai la certitude que ça a commencé dans le domaine de la culture, dans les arts. Quand je me souviens des groupes de musique un peu partout dans le Moyen-Orient, en Égypte, au Liban, d'un groupe égyptien qui s'appelle Dour el-Awel, Zwaoula en Tunisie. Ça a commencé sur le plan culturel, sur le plan artistique. La néo-résistance dont on pouvait trouver
dont on peut trouver les origines, même dans les printemps arabes, entre guillemets, les révoltes arabes, entre guillemets, euh, a commencé d'abord sur le plan culturel, avant que ça soit la résistance des rues. Et même ça, la néo-résistance, c'est de s'approprier l'espace public ou sinon se réapproprier l'espace public. Il ne faut pas laisser l'espace public à la menace terroriste. Il faut s'approprier la rue, s'approprier les théâtres, les cinémas. euh, il faut sortir sur les quais, même s'il fait froid. C'est comme ça qu'on résiste à la barbarie. La barbarie, par essence, c'est de tuer toute forme de vie euh, dans l'humain. Et le meilleur moyen pour y résister, c'est de vivre, sinon de revivre ou de renaître. Somoud el-Jadid. Somoud el-Jadid. Dans la culture arabe, on a déjà depuis pratiquement un siècle cette idée de Somo de la résistance. Les pays arabes sont presque passés par des mouvements de résistance vis-à-vis d'un colonisateur. En Algérie, peut-être ça a été le cas plus que dans d'autres pays. On a tendance à traduire résistance par un autre mot en arabe, qui est le muqawama. Mais le muqawama, ça a une connotation plus politique, plus armée. Alors que Somoud, c'est vraiment occuper le terrain et rester debout. Somoud, Samada, c'est rester debout. C'est vraiment rester debout, de ne pas flancher, de ne pas s'abattre, de ne pas laisser l'espace, laisser le lieu à un autre. C'est ça, Somoud. Et j'ai dit, néo-résistance, Somoud, j'ai dit, c'est cette, c'est redéfinir les limites de cette résistance, les moyens de cette résistance. J'ai des amis beurre en France, j'en connais, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cas vraiment particulier, c'est que ils sont chez eux nulle part. C'est ça le problème. En Algérie, ils ne sont pas considérés comme des Algériens, ils se considèrent comme des Français. Et en France, ils sont considérés comme des Algériens. Et ils vivent ça très mal, j'ai l'impression qu'ils vivent ça très mal. Je connais des amis qui mettent de la musique algérienne lorsqu'ils sont en France, mais qui chantent Aznavour et la variété française en Algérie comme comme une forme de s'affirmer. Mais ils sont toujours en contre-courant. C'est ça le plus grand, c'est ça le drame de la génération Beurre, l'actuelle génération Beurre. Donc je pense que la, cette forme de jihad ou ces idées de jihad, ça fait partie un peu de cette réflexion un peu à contre-courant par rapport à la France. Je suis presque prêt à parier que s'ils avaient juste vécu quelques années en Algérie, ils auraient oublié, enfin en Algérie post-traumatisme, ils auraient oublié tellement ces projets de jihad, hein. J'en suis presque sûr. Moi, euh, j'ai connu plus de gens bornés ici en France qu'en Algérie. C'est vrai qu'il y a peu de moyens entre guillemets, d'ouverture culturelle sur le monde en Algérie qu'en France, mais j'avais l'impression que les gens en Algérie sont vaccinés, ils sont contre cette forme de violence. Et ce qu'on dit dans le Coran, par exemple, c'est le plus grand djihad, c'est le djihad de tous les jours, c'est de faire du bien, c'est le travail, c'est le plus grand djihad, c'est le travail en fait, c'est ça. Le djihad, euh, quand on cherche dans le Coran, il est, pour la plupart des cas, il est synonyme de travail sur soi et travail pour la communauté. D'abord, et c'est vrai, c'est vérifiable. Parce que dans le Coran, il y a deux étapes. Le Coran a été, entre guillemets, reçu pendant 23 ans. Il y a eu d'abord 13 ans à la Mecque, ensuite 10 ans à Médine, quand le prophète a fait le voyage de la Mecque à Médine. Donc la première période, c'était vraiment une période de conquête où il fallait combattre l'autre.
par des moyens peut-être violents. Donc c'était un peu ça, c'était dans ces sourates qu'on trouve les, les synonymes un peu, ou les acceptations violentes du mot jihad. Mais dans tout le reste, c'est 90% des cas dans le Coran, c'est toujours associé à des formes pacifiques du mot. Parce qu'on dissocie entre le petit jihad et le grand jihad. Le petit jihad, c'est cette idée un peu historique du jihad, de la conquête, de la reconquête, mais par des moyens quasi militaires ou quasi militaires. Et c'est toujours, en tous les cas dans l'école algérienne, on contextualisait beaucoup. C'est-à-dire, on revenait toujours sur cette période du 6e, 7e siècle. Mais quand on parlait du grand jihad, c'était le jihad de maintenant, du 20e, 21e siècle. C'est comment être dans le jihad au quotidien. Moi, je me rappelle très bien de la leçon d'une enseignante, je pense que j'avais dans les 10 ans, 11 ans. Je me rappelle très bien du synonyme qu'elle a donné au jihad, c'était travail. Je me rappelle très bien, elle nous a dit comme quoi faire le jihad, c'était de travailler. On associait le djihad au travail dans les usines. Dans l'époque de Boumediene, dans les années 70, pendant la révolution industrielle, dans les livres scolaires, le djihad était associé aux travailleurs qui travaillent les champs, ceux qui sont dans les usines, c'était ça le djihad. Djihad aussi, c'est ça le problème. Enfin, le problème, c'est un problème, une solution, c'est résister. C'est ça le truc, c'est résister contre nos instincts peut-être meurtriers. C'est être civilisé, c'est appartenir à une communauté, à une culture, à l'humanité, c'est un petit peu jihad. Le wahhabisme, c'est très récent dans l'histoire de l'islam. Le wahhabisme, c'est un phénomène dont on peut trouver les origines à la fin du 19e, peut-être début du 20e siècle. Ça a été fabriqué de toutes pièces, en fait, par des forces. Parfois, la main colonialiste n'était pas très loin. D'ailleurs, ceux qui ont combattu les Turcs au Moyen-Orient, c'était les Wahhabites. Quand j'ai appris ce chiffre de 130 ou 129 morts ce vendredi 13, j'étais presque sûr qu'il y a des gens que je connais parmi les victimes. J'étais presque sûr, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est des lieux que je fréquente, c'est une population plutôt jeune et avec laquelle je partage pas mal de choses en commun. Et le lendemain matin, quand j'ai appris que quelqu'un euh, avec qui je partage le même nom, le même âge, les mêmes origines est mort, c'était vraiment un choc parce que la veille, je me disais que si ça aurait pu être moi, mais le lendemain, quand j'ai appris cette mort tragique de mon homonyme enfin, qui avait mon âge, je me suis dit, non, ce n'était pas peut-être moi, mais c'était une partie de moi, c'était une partie du nous auquel j'appartiens, et c'était euh, la deuxième vague du choc, en fait. C'était, c'était plus personnel. Là, c'était plus personnel. Euh, J'avais un réflexe un peu instinctif de vouloir mourir parmi les gens que j'aime, et il y en a beaucoup en Algérie.